Le plus grand danger en Afrique, c'est l'Europe ou autre chose. Je sais que généralement, on a tendance à lancer toutes les accusations au colonialisme, néocolonialisme et tout le bazar. Mais très rarement, on essaie de se regarder en face ou peut-être regarder ou chercher autres raisons pour lesquelles l'Afrique serait branchée dans la misère et la pauvreté. Eh bien, écoutez, on va essayer de le découvrir ici, essayer de voir peut-être ensemble, on pourra juger et tirer des bonnes conclusions. Le 4 juillet 2025, la Guinée équatoriale a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice à La Haye. Contre qui ? Contre la France. La Guinée accuse la France de violer le droit international en refusant de restituer un somptueux manoir évalué à 100 millions d'euros. C'est-à-dire la France a saisi un mansion. Manoir, c'est un mansion, c'est-à-dire une très grosse maison. Ok, on va essayer de définir et comprendre ce que c'est. Puis, comprenez tout à fait. Comprenez, on ne peut pas estimer que tout le monde comprenne ce que c'est manoir parce que nous ne sommes pas français. Donc, excusez-nous. Certainement, on se pose la question de savoir pourquoi la France saisirait telle une propriété qui ne l'appartient pas, surtout à un gouvernement étranger. C'est choquant, c'est bouleversant, n'est-ce pas? La propriété a été saisie par les autorités françaises suite à une condamnation de 2017 de Teodoro Nguema Obiang Mangué. Qui est-il? Teodoro Obiang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Il a été accusé de corruption et de blanchiment d'argent. La raison pour laquelle on a saisi ce manoir à 100 millions de dollars, c'est parce qu'on a accusé Teodoro Obiang de corruption et de blanchiment d'argent. Teodoro Obiang est le fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui dirige la Guinée équatoriale depuis 1979. C'est ce monsieur ici, généralement je sais, pour ceux qui suivent, même sur Internet, vous le remarquerez, c'est une personne qui vit la vie, okay? La très grande vie. Des grandes voitures, souvent en bateau, en voyage, usage de grandes villas. C'est une personne qui ne se prive absolument de rien. Mais comme on le disait, c'est le fils du président Obiang Mangué. Il est aussi le vice-président du pays. C'est quand même intéressant. Hein. Il y a un président qui est le père, le vice-président qui est le... On croirait qu'on vit dans un royaume. Si le pays était un royaume, ça ne poserait aucun problème. Mais je pense que ça pose problème pour beaucoup de personnes de voir que le président soit le père et le fils soit le vice-président. Y aurait-il pas de personnes assez compétentes pour assumer ce rôle ou c'est une question de loyauté? Certainement, le président se dit, si je plaçais pour vice-président mon fils, je serais sûr qu'il n'y aurait pas de coup d'État à mon égard. Mais oublions aussi, il faudrait le mentionner, le père est arrivé au pouvoir en renversant son propre oncle, Francisco Macias Obiang. Et depuis, il est à la tête du pays jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même intéressant, vous savez, vous êtes président de la République, vous avez un neveu très ambitieux, et vous dites certainement à mon neveu, je pourrais faire beaucoup de choses, je pourrais offrir beaucoup d'opportunités. Après tout, c'est mon sang, n'est-ce pas? Ne sachant pas que c'est le neveu qui va vouloir être calife à la place du calife. Choquant, n'est-ce pas? Alors, la Guinée équatoriale demande des mesures fortes contre la France pour empêcher la France de vendre le manoir qui leur appartient et pour obtenir un accès immédiat, allégeant un néocolonialisme et une atteinte à sa souveraineté. C'est-à-dire, la Cour de justice internationale doit empêcher la France de vendre ce manoir ou vendre ce château, si vous préférez, de vendre ses biens et de redonner accès au gouvernement guinéen à ces endroits et aussi accuse la France de néocolonialisme et de paternalisme. Ont-ils raison ou pas? Réfléchissez-y. Quand vous voyez un pays africain qui acquiert des choses dans un pays étranger et finalement le pays étranger se décide de saisir ses biens, est-ce du colonialisme ou pas? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu enquête. Quelle enquête? L'enquête a été menée suite à plusieurs plaintes, surtout celle qui était déposée en 2011 par un groupe de la société civile Transparency International. Transparency International a joué un rôle très important. Ils ont poussé les autorités françaises à enquêter sur Obiang pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Transparency International est une organisation très intéressante. Vous vous posez certainement la question de comprendre comment est-ce qu'une organisation peut porter plainte à un pays. Transparency International est une organisation non gouvernementale, une ONG évidemment, mondiale dédiée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité dans tous les secteurs de la société. Fondée en 1993 à Berlin, et elle a sa présence physique dans plus de 100 pays. Transparency International existe dans 100 différents pays. Leur objectif, c'est la transparence et l'équité. C'est une organisation qui a pour objectif de s'assurer qu'il y a des conséquences vis-à-vis des leaders qui prennent l'argent d'un peuple et le dépensent ailleurs pour leur bien personnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? D'autre part, c'est eux qui donnent l'indice et la perception de la corruption d'un pays. Quand vous entendez dire que le Nigeria est le pays le plus corrompu du monde, c'est eux qui ont fait des analyses, de recherches, qui ont été sur place pour juger le Nigeria est le pays le plus corrompu du monde, par exemple. L'organisation a été fondée par Peter Hagen, un Allemand. Okay? C'est une personne qui a travaillé longuement pendant au moins 20 ans
chez World Bank. Suite à son expérience personnelle étant été exposé à la corruption par les leaders politiques africains, il a décidé qu'il fallait avoir un système de transparence. Il était frustré que les bailleurs internationaux ne tiennent pas les élites bénéficiaires responsables, surtout quand à leur propre système favorisait la corruption. En d'autres termes, à chaque fois qu'un pays africain ou un leader africain allait en Europe pour acheter des grandes maisons et autres bazars, les pays européens ne remettaient pas ces leaders en question, ne posaient pas de questions, savoir d'où vient l'argent. Comment est-ce que vous dépensez 200 millions de dollars pour acheter des histoires? Alors, M. Peter Hagen s'est dit, suite à son expérience, responsable d'ouvrir quelque chose, de commencer quelque chose qui remettrait en question tous les leaders du monde. Alors, rentrons dans notre histoire de la Guinée. Suite à ces accusations, évidemment, le verdict est tombé. On a condamné le vice-président à contumace, à une peine de 3 ans avec sursis. Lui-même était absent du procès. Sa peine de 3 ans, évidemment, on parle d'un vice-président d'un pays libre. Il ne sera pas jeté en prison, c'est-à-dire, sauf récidive dans un délai donné. C'est-à-dire, monsieur, on te condamne à 3 ans de prison, mais tu n'iras pas en prison. Si dans un espace de temps, tu recommets encore une bêtise, alors là, on t'arrête, on te jette en prison. Bon, maintenant, posez-vous la question, si un pays étranger peut arrêter un vice-président d'un pays pour le jeter en prison pour une histoire pour laquelle il a été condamné. On lui a aussi demandé de verser 30 millions de dollars de son argent. En attendant, on a saisi ses voitures de luxe, le manoir, les œuvres d'art, les voitures, les Rolls-Royce, les Ferrari, les Bugatti. Encore une fois, monsieur Obiang, c'est quelqu'un qui vit la vie. Il est toujours ici, là-bas, dans des grands endroits, en train de vivre grand, en train de vivre large. Well, Théodora a fait appel dans la plus haute juridiction française et malheureusement pour lui, elle a confirmé la condamnation et l'amende. Le procès en cours en France est une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Maintenant, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous pensez que c'est du colonialisme? C'est la pression sur un pays indépendant? Continuons notre histoire. Les biens deviennent propriété de l'État français. C'est-à-dire, tout ce qu'on vendra, la maison de 100 millions de dollars avec 101 chambres. Imaginez une maison avec 101 chambres. C'est pourquoi faire? 101 chambres. Monsieur Obiang a dit que cette maison est censée être l'ambassade de la Guinée équatoriale. Mais en réalité, la France dit, nous avons déjà l'ambassade de la Guinée équatoriale qui existe ici. Ça, c'est pas l'ambassade. Vous dites ça simplement pour vous couvrir parce que vous savez que nous sommes en train de faire une investigation. Et pour justifier cela, voilà pourquoi vous dites que c'est l'ambassade. Ce n'est pas l'ambassade, c'est un bien privé. Une maison de 101 chambres. Cette maison sera vendue, les voitures seront vendues et tout ça deviendra propriété de l'État français. Et certainement vous dites, comment est-ce possible, c'est injuste. Comment ça fait que l'État français pourrait prendre des histoires qui ne leur appartiennent pas pour en faire les leurs, n'est-ce pas? Eh bien, heureusement pour tout le monde, en 2021, une loi majeure a été adoptée pour garantir que le bien mal acquis soit restitué au peuple d'où il a été volé. C'est-à-dire finalement, la France ne prendra pas vraiment cet argent pour la garder, mais ils trouveront un moyen d'envoyer l'argent à la population équatorio-guinéenne. Comment? Évidemment, les recettes reçues depuis la vente de ces histoires seront allouées à financer des projets de développement dans les pays victimes. Ici, la Guinée équatoriale, c'est-à-dire des projets de construction d'hôpital, projets de construction d'écoles, et ça ne sera pas de l'argent délivré au gouvernement guinéen. Cet argent sera délivré aux ONG françaises qui iront travailler sur place. En d'autres termes, quelque part, il faut se dire, c'est votre argent que l'on prend. On va manager ça de notre façon. On n'est pas tout à fait, on peut pas savoir comment on peut quantifier la quantité d'argent qui a été dépensé en Guinée. C'est difficile à dire. On ne sait vraiment pas si l'argent sera vraiment utilisé pour la Guinée ou une partie de l'argent sera utilisée pour la Guinée pendant que l'autre sera justement porté disparu. Parce qu'attends, si on veut dépenser de l'argent en Guinée, on va dépenser tout l'argent. Il faut des frais de fonctionnement. Il faudrait embaucher des gens. Est-ce que toutes les personnes embauchées seront équatorio-guinéennes? Point d'interrogation. Ce n'est pas du tout la première fois que ce genre d'histoire arrive, les amis. Mais avant de le dire, on va essayer de voir qui sponsorise Transparency International. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'un pays peut saisir les biens privés d'un président de la République d'un autre pays? Oui, juridiquement parlant, ils peuvent le faire. S'ils ont des données confirmant que l'argent utilisé n'appartient pas au président de la République, c'est l'argent du peuple. L'argent du pays a été utilisé pour des biens privés. Le pays hôte peut saisir ces choses. Alors, on parlait de Transparency International. Qui sont leurs sponsors? Parce qu'évidemment, il faut être sponsorisé par quelqu'un pour effectuer ces genres d'histoires. Il faut embaucher des gens et tout le bazar. Pour ceux qu'on peut citer, la Commission européenne, ministère britannique d'Affaires étrangères. Nous avons aussi Open Society, que vous connaissez certainement. Nous avons Fondation Bill and Melinda Gates Foundation. Ils font partie de gens qui financent cette organisation. Je sais que vous êtes certainement contre ces personnes, mais la question demeure. Ont-ils raison ou tort de faire ce qu'ils font? Est-ce avantageux ou pas pour la population équatorio-guinéenne? Ceci est déjà arrivé dans le passé, ce n'est pas la première fois. Il y a le président du Zaïre. Voilà, le Zaïre qui est devenu la RDC. C'était un pays très puissant à l'époque quand c'était encore le Zaïre. Respecté et adulé par beaucoup de personnes. Beaucoup d'Africains voulaient être comme les Zaïrois. Le Zaïrois exhalait un charisme présentiel, une forte teneur. Mais malheureusement aujourd'hui,
c'est la rigolade. Le président Mobutu fait partie des présidents qui ont vu leurs biens saisis. Le compte bancaire, les biens de luxe ont été gelés, saisis après la chute de son régime. C'était à cette époque, il était faible. Il avait beaucoup d'histoires, investi dans beaucoup de pays européens. Voilà, on a tout saisi. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de ce qui a été saisi est réclamé par des membres de sa famille qui essayent désespérément de récupérer. Il y a aussi le président Sahi Abacha du Nigeria. De lui, on a récupéré 500 millions de dollars. Cet argent a évidemment été assigné au Nigeria. Congratulations. Félicitations. Cet argent a été donné au Nigeria. Okay? Comment ça a été utilisé au Nigeria? Ça, c'est une autre question. Mais l'argent qu'ils ont dépensé ailleurs dans certains pays a été retourné au Nigeria. Il y a aussi le président Omar Bongo du Gabon. Okay? Le président Omar Bongo, qui était président depuis 1967, était accusé de détourner des milliards issus du pétrole gabonais. Le Gabon est un pays riche en pétrole. La France a enquêté et saisi des biens liés à la famille Bongo, notamment des propriétés de luxe à Paris. Évidemment, aujourd'hui, vous connaissez l'histoire. Voilà pourquoi certains leaders aujourd'hui n'investissent plus comme ça en Europe. Ils n'achètent plus des manoirs, des mansions, des villas et tout le bazar. Ils préfèrent mettre leur argent dans des endroits où on ne peut pas traquer, comme Singapour et dans les îles et tout le bazar. Voilà ce que c'est, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La Guinée équatoriale a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice. Elle accuse la France de violer le droit international en refusant de restituer son somptueux manoir évalué à 100 millions de dollars. 100 millions de €. En effet, c'est plus que 100 millions de dollars. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? La France dit vouloir saisir ses biens, les revendre et peut-être redistribuer à la population locale. Mais ne le fera pas directement, mais à travers des ONG. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.